Vous travaillez au Conseil de l'Europe. Vous y êtes secrétaire exécutif de la Convention européenne du paysage, notamment responsable des journées européennes du patrimoine. Et c'est à ce titre-là que vous nous faites l'honneur de contribuer à l'introduction de ce colloque. Peut-être c'est intéressant de souligner, on en parlait tout à l'heure dans le bus tous les deux, de dire que vous êtes rattaché au Conseil de l'Europe à la direction de la participation démocratique, c'est-à-dire qui fait en quelque sorte du patrimoine et des paysages une question qui concerne la responsabilité des citoyens, sans pour autant, bien sûr, éviter qu'elle concerne aussi, c'est essentiel, aussi les pouvoirs publics. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je commencerai en disant que je n'aime pas les allées d'arbres, j'adore les allées d'arbres. Voilà. Alors, je parlerai effectivement du rôle du Conseil de l'Europe, mais je souhaiterais tout d'abord remercier le président de l'association, Monsieur Eric Mutschler, président de l'association Allées, Avenues, Allées d'Avenir, et puis Chantal Pradine, qui est au cœur de toutes ces activités, au sens propre et au sens figuré, et qui incarne réellement toutes ces préoccupations de préservation et de valorisation de l'arbre et des allées d'arbres. Alors je suis très heureuse également d'être ici à Liffol-le-Grand et en Lorraine parce que j'ai une grand-mère qui est originaire de Longwy et qui a connu mon grand-père à la Première Guerre mondiale. Elle était à 17 ans infirmière de la Croix-Rouge et mon grand-père venant du sud de la France, de Montpellier, s'est fait soigner. Ils se sont rencontrés ici même dans ce territoire et c'est très émouvant de voir que ce centenaire de l'armistice se déroule ces jours-ci. Alors, l'association porte également le titre, le terme de l'avenir, et effectivement, nous devons, nous enraciner dans le passé pour nous projeter et voir que faire dans les années à venir. Alors, le Conseil de l'Europe, vous le savez, c'est une organisation qui a son siège à Strasbourg. Ce n'est pas très loin, c'est de l'autre côté des Vosges, mais pour venir, comme je le disais ce matin en plaisantant, il faudrait venir à cheval pour être plus rapidement rendu. Vous voyez déjà cette image de la participation. Le Conseil d'Europe, effectivement, travaille beaucoup sur la participation. Nous sommes dans une direction de la participation démocratique et quand on parle de paysage, il faut s'engager. Et vous voyez ces photos de personnes dans leur paysage qui travaillent pour leur paysage. Mais cela ne suffit pas, comme je le disais ce matin à M. Denis Cordonnier, il faut que les pouvoirs publics soutiennent ce travail et c'est le rôle de ce travail intergouvernemental qui est développé. Alors le Conseil d'Europe a 47 États membres, c'est la grande Europe on peut dire, et les objectifs, c'est effectivement, comme Chantal Pradine a choisi mon intitulé, de la guerre à la paix. De la guerre, pourquoi? Parce que cette organisation a été créée au lendemain, non pas de la Première Guerre mondiale, mais de la Deuxième Guerre mondiale, et les traités emblématiques qui ont été adoptés à cette époque, c'était la Convention européenne des droits de l'homme, avec, vous connaissez l'institution de la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est la seule enceinte, disons, où des individus peuvent porter plainte, faire des recours contre des gouvernements pour se plaindre si les voies de recours internes sont épuisées, bien entendu, que certains droits n'ont pas été respectés. La démocratie également, cette organisation travaille sur la question de la démocratie et il y a périodiquement des forums mondiaux de la démocratie qui sont organisés sur des thèmes divers et également puisque la sécurité démocratique se fonde sur le droit, le troisième volet de l'organisation c'est la prééminence du droit et c'est pour cela que le Conseil de l'Europe élabore des conventions internationales, des traités intergouvernementaux qui sont ratifiés par les États membres et c'est ce droit qui est créé au fil des ans qui est vraiment l'assise juridique et institutionnelle et qui garantit la pérennité de tous ces travaux dans le temps. Alors, de la guerre à la paix, parce qu'une fois que l'on a élaboré cette structure, il faut que les représentants des différents gouvernements se rassemblent dans des réunions, qu'ils représentent leur pays, qu'ils élaborent ce qu'on appelle parfois
une intelligence collective pour essayer de trouver des réponses à l'avenir, aux problèmes qui se posent pour l'avenir. Et à l'avenir, les problèmes les plus importants, on peut dire, au-delà des questions de non-conflit, c'est les problèmes par rapport à notre environnement commun à tous, et comment essayer de parvenir à ce qu'on appelle un développement durable qui prenne compte de toutes ces richesses des territoires, que ce soit les richesses naturelles ou les richesses culturelles, avec tous les problèmes que l'on connaît de changement climatique, de déplacement de population, des modes de consommation et autres qui sont des problèmes de grande actualité, et bien sûr de disparition des espèces et tout ce que l'on a à l'ordre du jour. Alors voilà le champ d'application géographique de l'organisation, mais il faut dire que cette organisation n'est pas fermée à d'autres États non européens, bien au contraire. L'organisation est ouverte et il y a des conventions qui sont ouvertes à des États non membres. Alors je vais parler aujourd'hui de la Convention européenne du paysage, et la philosophie du texte, l'esprit du texte, je peux dire, se trouve dans le préambule du texte, et c'est très intéressant par rapport à la thématique de l'arbre, des allées d'arbres, parce qu'on retrouve dans cet esprit de la Convention les 4 facettes, on peut dire, intéressantes pour cette thématique. Effectivement, on dit que le paysage est d'intérêt général. On peut dire aussi que les arbres, les allées d'arbres qui font partie du paysage sont d'intérêt général. Quels sont les aspects? C'est l'aspect d'abord écologique, environnemental. Les allées d'arbres participent à ce qu'on appelle, pour favoriser la biodiversité, la connexion écologique, comme on dit, les corridors écologiques. Et je suis très heureuse que M. Jacques Stein soit présent ici, à l'époque, il y avait le premier groupe de travail au Conseil d'Europe dans les années 95 sur la constitution des réseaux écologiques pan-européens qui, depuis, ont donné lieu à de nombreux textes dans les législations nationales. Et à l'époque, nous avions lancé ces travaux dans le cadre de la stratégie pan-européenne de la diversité biologique et paysagère. Et nous avions organisé également des réunions en Belgique sur ces thématiques, des corridors écologiques. Et merci de votre participation. Il y a également l'aspect culturel, comme on le voit, avec l'aspect très fort symbolique lié au conflit, lié à la célébration de la majesté, de la beauté des allées d'arbres également, tout l'aspect de la culture, de l'art, de la peinture. Enfin, il y a des facettes multiples de cette thématique. L'aspect social également, comment les allées d'arbres et comment l'arbre et le paysage, bien entendu, participent à un besoin social, à une soif, on peut dire, de cadres de qualité, de territoires d'inspiration, on peut dire, et également l'aspect économique qui n'est pas négligeable. Et j'ai vu que dans le programme, vous parlez également de la création d'emplois, de la possibilité de générer une valeur économique pour ces thématiques. Et c'est bien vrai, les richesses se trouvent sur le territoire. Il suffit parfois de les faire émerger et d'avoir des idées créatives qui permettent ensuite de susciter des activités, des initiatives génératrices de revenus et génératrices d'emplois de qualité, je peux dire. Alors, je ne vais pas lire tout ce texte, mais vous voyez que ces idées sont importantes, et la dernière phrase de ce préambule est que le paysage implique des droits et des responsabilités pour chacun. Et il est intéressant de connaître quels sont ces droits. Et le comité des ministres a récemment adopté une recommandation sur la contribution de la Convention aux droits de l'homme, à la démocratie et au développement durable. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur le volet responsabilité pour voir quelles sont les responsabilités qui incombent à chacun en la matière. Alors pourquoi se préoccuper de ces thématiques? C'est évident parce que les développements auxquels nous avons eu à faire face ces dernières années sont allés en s'accélérant,
et n'ont pas conduit à un développement qualitatif des territoires. Donc nous devons repenser parfois, pas sur tous les territoires, mais souvent le mode de développement et voir comment faire pour faire quelque chose peut-être de mieux pour le futur. Avec ce mot-clé qui est dans la Convention, qui est le mot de la qualité, parce que parfois on se développe mais sans avoir une vision à long terme et une vision qualitative conforme à cette thématique du développement durable. Alors le champ d'application par ailleurs de la Convention est très intéressant parce que ce ne sont pas que les grands sites, les espaces emblématiques d'exception, mais c'est peut-être surtout, même en plus des espaces emblématiques, les espaces que l'on qualifie d'ordinaires entre guillemets, parce que personnellement je trouve qu'aucun territoire n'est ordinaire, il mérite simplement d'être révélé et il mérite d'être analysé avec précaution, avec attention et parfois il mérite d'être régénéré, assaini, on peut dire, il peut avoir une deuxième vie si on essaye de faire des efforts et cela est important parce que le Conseil d'Europe travaille pour les droits de l'homme et il y a des personnes qui vivent dans ces territoires dégradés. Donc comment faire pour donner une valeur qualitative à ces territoires qui sont souvent des territoires périurbains ou des territoires qui ne sont pas soignés. Vous avez encore 5 minutes. Voilà. Alors, donc il y a 39 États du Conseil d'Europe qui se sont engagés dans cette démarche. Et il y a eu un ouvrage très intéressant et Chantal Pradine a fait ce rapport qui a été très apprécié par l'ensemble des participants à ces travaux sur les allées d'arbres dans le paysage et ces travaux ont généré beaucoup d'attention. D'autres livres, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, sont également disponibles, vous voyez les images, et des revues. Et les États partis à la Convention, puisque c'est un traité intergouvernemental, s'engagent à développer des politiques en la matière. Vous voyez quelles sont les mesures qui sont, disons, prises pour développer ces politiques du paysage. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, vous pouvez avoir accès à ces questions, avec des textes européens, des rencontres gouvernementales et petit à petit, tout ce travail est visible sur le site internet avec les politiques des États partis à la Convention au niveau national et au niveau régional pour des États qui ont des compétences au niveau régional. Et puis des ateliers, vous voyez les images, sur des thèmes variés. Et la question des arbres, bien entendu, est toujours présente, peut-être pas directement, mais elle fait partie des préoccupations. Et la dernière rencontre sur paysage et éducation qui s'est tenue très récemment l'a montré. Par ailleurs, le paysage et les arbres sont également facteurs de paix. Vous voyez cette image du prix du paysage du Conseil d'Europe pour la 4e session. C'était un espace transfrontalier et le paysage a servi à renouer le dialogue entre des communautés locales. Et il en est de même pour cette expérience en Lettonie. Et il y a une publication qui rassemble toutes ces expériences comme une mosaïque, on peut dire. Et je n'ai pas le temps d'expliquer chaque projet, mais de nombreux projets concernent les arbres. Alors, en conclusion, je peux dire que cette thématique est très importante. Je peux dire, j'allais dire intéressante, mais c'est plus qu'intéressant, c'est important. Et il convient de la prendre en considération. Et je terminerai en disant que le 20 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale du paysage du Conseil de l'Europe, que prochainement cette convention s'ouvrira à des États non européens. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter le site de la convention. Je vous remercie.